Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Tous les soirs à 18h, vous avez accès à cette émission grâce à Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace TV sur les bouquets Canal+, Canal 243. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent également sur Stars Time. Vous nous regardez également sur les bouquets du côté de Bamako, entre autres. Voilà, c'est plutôt TNT South Africa, évidemment. La TNT du côté de Dakar. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir. Dans un instant, évidemment, je me ferai plaisir de lire quelques messages que vous avez bien voulu laisser là au 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également sur Twitter, là, à l'instant T, évidemment, le hashtag Espace GG. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, je le disais tantôt. Nous sommes donc le 1er mars 2021. La monnaie guinéenne a 61 ans ce lundi, symbole de souveraineté. Le franc guinéen existe aujourd'hui en 7 coupures. Oui, la banque centrale donc n'est toujours pas arrivée au bout du processus de sécurisation des billets qui circulent et le débat perpétuel autour de la faiblesse de la monnaie guinéenne face aux devises étrangères demeure par ailleurs. L'inflation est répartie cette année à 2 chiffres alors qu'elle était restée donc au-dessus de 10% jusqu'en fin 2019. Oui, pendant ce temps, la banque centrale cherche à se rapprocher davantage des populations de l'intérieur du pays. Elle procède aujourd'hui même à l'ouverture donc de l'agence de Mamou. Quelle est la santé de la monnaie guinéenne? Nous posons cette question ce matin chez les grandes gueules. Comment explique-t-on sa dépréciation ces derniers temps? Nous essayons de comprendre, mesdames et messieurs, avec Ahmed Tidiane Diallo. Il est le directeur des études et statistiques donc du côté de la BCRG. Il sera en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace. Très nombreux évidemment à nous envoyer des SMS via le 657 39 13 13. Nous partons avec ce premier message qui nous parvient à l'instant T de qui exactement? C'est de Corboya qui nous écrit, Corboya Baldé qui nous écrit: bonjour les GG, j'apprécie la démarche de l'État à mettre la main sur des gens qui sont contre l'union, la paix et la cohésion nationale entre nous les Guinéens. On est Guinéens tout court avant d'être de toute ethnie. Bref, j'appelle l'État, particulièrement au président Condé, à plus de vigilance. Il reste beaucoup de camps, des soi-disant communicants qui doivent être arrêtés. Leur seul projet, c'est la division ethnique et les injures ethniques. C'est décevant et humiliant. C'est Corboya Baldé qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec Binani maintenant du côté du RPG Arc-en-Ciel qui nous écrit: bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Oui à la liberté d'expression et non à une expression qui sème la haine. Nous devons combattre ce genre de pratique à tous les niveaux. Bon début de semaine à tous. Que Selou Danin arrête de politiser tout dans ce pays. Voilà, tous ensemble contre Covid-19. C'est notre ami Sinani qui nous envoie ce message. Le football peut se dérouler sans public, comme ça se fait d'ailleurs. Voilà, c'est Diba qui nous envoie ce message. À la différence des concerts où la présence du public est obligatoire, c'est Diba Minimono qui nous envoie ce message. Ibrahim C, oui, qui nous écrit également du côté de Dixine. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe une fois pour toutes. Il faut que le pouvoir public considère à sa juste valeur l'apport inestimable que la corporation des opérateurs culturels fait pour notre pays, autant que sur le plan de la quiétude sociale, de l'image, du bon vivre, que des milliards qu'elle injecte à l'économie. Laisser mourir cette corporation serait une erreur fatale. Ibrahim C qui nous envoie ce message. On reste avec Suleiman Konaté du côté du Breka qui nous écrit: dans une démocratie fonctionnelle, le rôle de l'institution judiciaire est essentiel pour la préservation de la paix, la stabilité et la cohésion sociale. Nous sommes au regret de constater que la nôtre est devenue donc une institution totalement inféodée à la présidence de la République et continue malheureusement à servir les intérêts d'une dictature. Nous exigeons une justice au service de la loi. Lui, c'est Suleiman Konaté, évidemment du côté du Breka.
Lui, c'est Moria Kaba qui nous écrit. Tant qu'il y a 2 poids 2 mesures dans les actions de notre justice, on ne pourra vaincre les discours haineux. Nous gagnerons ensemble, nous nous perdrons tous. Nous ne pouvons nous en sortir en ce cercle vicieux de recommencement tant que nous sommes pris dans le tourbillon d'une telle hégémonique entre 2 groupes extrémistes. C'est Moria Kaba, évidemment, qui nous envoie ce message. Bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe. Au lieu d'interdire donc les spectacles, c'est mieux, le mieux c'est de fermer donc les marchés. Adi Diallo qui nous envoie ce message. Merci à cet autre aussi du côté de la RTG. Lui, c'est notre ami Bouba RKS. Voilà, le délai de 7 est toujours maintenu. Pour le cas de Oudi, c'est lui-même qui avait annulé donc par mesure de sécurité. Nous, la soirée a eu lieu le week-end, évidemment. Merci beaucoup, merci à vous tous. On va essayer de s'intéresser maintenant au Twitto, évidemment, qui nous écrit. Moussa Kani Français Condé, qui nous écrit également sur Twitter. Bonjour à vous. Les propos tenus par le doyen Gouldé sont dégradants, excessifs et ignobles. Et cela ne fait pas l'honneur à la profession du journalisme dans ce pays. Son sort s'aggraverait dès lors qu'il s'identifie à un parti politique. Pour ma part, il est allé loin dans cette fois. #espace GG. Abdoul Foudia Ba qui nous écrit également sur Twitter. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit cet autre, voilà. Allez, on y va avec, voilà, qu'est-ce qu'il dit? Bonjour les GG, il y a des personnes qui tiennent des propos plus graves que Gouldé. L'État exerce son pouvoir sur une partie du peuple et l'autre partie vivent dans une maison de papa. C'est vraiment dommage. Voilà, sinon, Almami Diop aussi sur Twitter qui nous écrit aujourd'hui les GG. Bonjour, aujourd'hui il est clair qu'attaquer donc le président frontalement peut porter préjudice à celui qui le fait. La Guinée n'a pas atteint le niveau de démocratie des pays occidentaux pour autoriser une certaine forme de liberté d'expression. Prudence, #espace GG. Youssef Kaba qui nous écrit également sur Twitter. Les propos tenus par Amadou Gouldé sont suffisamment graves et condamnables. On peut être opposé à un pouvoir sans adopter donc une telle posture. Ce qui est plus révoltant, c'est cette inéquité, voilà, promue par le pouvoir, qui fait donc la sourde oreille quand la faute provient de son côté. #espace GG. Ils sont très nombreux. Sekou Ahmed Touré aussi qui nous écrit. Celui qui est passionné ne raisonne pas. Dommage que le doyen s'est laissé emporter par la passion. Ce pays a connu des moments tristes à cause des discours de ceux qui sont considérés comme intellectuels. Nous avons le devoir de consolider notre tissu social. Lamar sur Twitter, et je m'arrête là-dessus parce que là il y a tellement de messages. Dans un état normal, les propos incendiaires sont condamnés et punis par la loi, mais ce qu'on ne comprend pas dans cette arrestation, c'est qu'il y a des gens très proches du pouvoir, du parti au pouvoir, qui tiennent ce genre de propos en longueur de journée sans jamais être inquiétés. Voilà, c'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Ils sont très nombreux. Merci à Mamadou Paté Diallo, merci à Lancé DG Traoré, merci à Adrien H. Cissé aussi, évidemment sur Twitter. Voilà mon cher Antoine, on continue le débat évidemment d'aborder d'autres sujets. Al qui intervenait. La fois dernière, je le disais, j'ai dit que c'est pour cette mesure-là, il y a eu de l'abus dans la façon de faire et je ne crois pas que le conseil scientifique a été consulté pour cela. Et je me demande d'ailleurs quelle est son importance dans ce pays, parce qu'on nous a dit qu'avant toute prise de décision, il fallait que le conseil soit consulté. Il fallait l'avis du conseil pour voir s'il était nécessaire de prendre de telles mesures. Mais depuis des mois que le conseil a été mis en place, ça fait longtemps qu'on ne l'entend pas. C'est une dame qui a la tête malheureusement. C'est une dame qui a la tête heureusement. Oui. Voilà, tu allais prendre une claque. Je vois le regard de Madame Yero. Oui, tu allais prendre une claque. C'est une belle dame qui a la tête heureusement. Voilà. Oui. Mais malheureusement, elle a la tête heureusement, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Je me demande pourquoi. Parce que la plupart des membres, on ne les voit plus. J'apprends que c'est Sakoba qui a saboté leur mission depuis la fois dernière, qui s'est exprimé. Antoine. Mais rappelez-vous des propos de Sakoba à l'endroit de ce conseil scientifique qui a dit que le conseil n'avait pas d'ordre à lui donner. Les grandes gueules. Donc, beaucoup estiment que ce sont ces propos-là qui ont contribué à saper le travail de ce conseil, qui depuis quelque temps est carrément muet. À mon avis, on aurait pu l'écouter dans une conférence de presse, expliquer en quoi il était important d'aller vers de nouvelles mesures. Nous dire point par point, voici des raisons
qui, au regard de cela, nous amène à proposer au président de la République de prendre telle ou telle mesure. Mais on a juste vu un communiqué sortir à la télévision nationale dans lequel on a vu ces mesures drastiques tomber sur nos têtes sans qu'on comprenne pourquoi. On aurait pu aller progressivement. Par exemple, je prends le cas des boîtes de nuit. Ce n'est pas que je suis contre nos amis qui les gèrent, mais je ne peux pas comprendre une mesure où on dit de fermer les boîtes de nuit à 23h. C'est-à-dire, de 4h du matin à 23h, remuez-vous, contaminez-vous, enlacez-vous, dansez ensemble, faites ce que vous voulez, mais à 23h, dispersez-vous. Là, je ne comprends pas. Les boîtes de nuit sont ouverts. Les maquis et autres sont ouverts, mais les spectacles où on peut accepter qu'il y ait des places assises, où on peut diminuer le nombre de personnes devant prendre part à ces spectacles-là, on fait fi de tout cela, on dit interdiction. À mon avis, à ce niveau, on aurait pu réfléchir la mesure. De l'autre côté, il y a tout de même une chose que je n'ai pas comprise. Il y a une chose que je n'ai pas comprise, Damine. Même le ministre de la Santé, je veux dire, il est exclu. Hein. Vous l'entendez ou pas du tout? Pas du tout. Voilà. Là où les propos de Al Soirée deviennent intéressants, c'est lorsqu'il dit par exemple qu'il y a eu une mesure pour un départ qui était d'interdit. La mesure prenait effet dans l'immédiat. Mais par surprise, on a vu que le lendemain, on autorise jusqu'au 7. C'est des pressions. Mais pourquoi est-ce qu'on autorise jusqu'au 7? C'est de lobbying. Et au-delà du 7, on interdit. C'est de lobbying. À mon avis, il y a eu une certaine incompréhension dans la mesure, mais ce qui me choque le plus, c'est l'attitude de la présidente de l'AGS. Sayam Bamba, je ne la comprends pas. La directrice de l'AGS qui, j'apprends qu'elle avait un événement le 8, elle le ramène au 7. Elle qui est responsable de l'AGS aurait pu prendre la décision sur elle d'annuler son événement pour donner l'exemple aux autres. Mais elle maintient son événement comme pour dire que je suis aussi actrice du domaine et je me conforme aux mesures des autorités. Après tout, c'est pas elle qui a pris cette décision. Je veux dire, Antoine. Ce n'est certes pas elle, mais elle fait partie de l'appareil de. J'ai pas dit le contraire. Elle est victime comme tout le monde. Elle est victime comme tout le monde. Elle n'est pas victime. Mais si, elle est victime, Antoine. En quoi elle est victime? Elle est victime parce qu'elle va organiser un événement, mais une hiérarchie supérieure a pris la décision que son événement n'aura pas lieu. Non, ça aura lieu le 7. Non, mais ça a été ramené parce que justement la même hiérarchie, les mêmes autorités ont pris la décision de pardonner à une catégorie de personnes. C'est ce qui n'est pas normal. Justement, voilà. C'est quand même pas elle qui a pris cette décision de proroger. Elle aurait pu agir autrement. Allez, Antoine, allez-y. Elle est quand même directrice. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a contre les femmes. Non, pas quand même. C'est le mois des femmes, là, Antoine. J'étais en pâture ce matin. Comment ça se fait en pâture? Assume. Assume, Antoine. Allez-y, Jacques, s'il vous plaît. Non, je crois que ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit femme ou pas. Le problème, c'est que ce qu'il a dit tout à l'heure, malheureusement. N'oublie pas. Non, la décision. Oui, ça a glissé. Allez-y. La décision a été prise au sommet. Et c'est quand même Sayam Bamba qui est chargé de faire respecter la mesure prise par le haut sommet. Donc, en réalité, la mesure s'impose à elle pour être juste. Elle devrait tout simplement s'exclure. Donc ne pas admettre que son événement ait lieu avant, parce que les autres n'auront pas cette possibilité. L'autre chose que je voudrais dire, quand même dans la lutte contre cette pandémie-là, les autres il me semble, ont dépassé ce stade. On est aujourd'hui dans la vaccination. Depuis qu'on a fait venir les premières doses et puis on a testé sur les responsables de ce pays, les députés et puis les ministres, plus rien, on n'a plus d'informations pour savoir est-ce que les résultats ont été concluants. Peut-être que si la vaccination était entrée en jeu, on pourrait, n'est-ce pas, se passer de toutes ces mesures d'interdiction. Les premières doses de vaccin en ce début de mois de mars. Oui, mais après... Mais si, ça a été testé quand même. Ça a été testé, mais pour la vaccination de la première quantité qui est arrivée, on aurait pu quand même, après avoir procédé au premier test, voir comment on peut élargir la chaîne. Parce que moi, je me dis, je suis en train de penser que le milieu le plus infecté depuis que ça a commencé, c'est généralement le milieu professionnel. Les gens, ceux qui sont dans le marché, nos mamans qui sont dans le marché là, elles vendent sans problème. Il n'y a aucun problème là-bas. C'est peut-être cette année, il y a eu quelque chose de nouveau dans les écoles du côté de l'Abbé. Mais là également, vous pouvez circonscrire la chose et soit accélérer la prise en charge, ou alors accompagner, n'est-ce pas, avec de la vaccination. Je crois les interdictions
n'ont non seulement pas pu limiter la propagation, parce qu'on sait très bien que la propagation ne venait pas de là, mais au contraire, ça a contribué à atténuer le secteur comme le secteur agricole et même le secteur culturel. Oui, le secteur agricole aussi, j'en parle parce que eux, ils avaient du mal, n'est-ce pas, à transporter leurs produits vers les grandes villes où on consomme beaucoup. Je pense qu'il faut qu'il y ait de la coordination au niveau de l'agence, au niveau du ministère qui se voit un tout petit peu à la touche. C'est l'agence qui est au cœur, mais il faut un travail de coordination pour aider quand même l'État à prendre de bonnes décisions, parce que les décisions qu'on est en train de prendre, on dit, bon, on interdit ceci, on réduit telle activité. En même temps, il y a un peu d'amateurisme. La vie devient de plus en plus difficile pour certaines catégories professionnelles. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Allez-y, Madame Yo. Je pense que les collègues sont simplement en train de faire du tort à cette dame, Sayo Mamba, qui, la décision a été prise au-dessus d'elle. C'est pas elle qui a pris la décision. Et s'il y a la possibilité de ramener son événement, je pense qu'il n'y a pas de mal à ça. Parce que c'est pas le 8 quand même. À partir du 8, ils disent qu'il n'y aura pas d'événement. Et je pense qu'ils vont revoir cette situation pour permettre aux acteurs culturels de pouvoir mener à bien leurs activités. Mais je pense que Lamine, il faut mettre l'accent sur le respect des gestes barrières et surtout sur la vaccination. C'est ce qui est en train de se passer ailleurs. On nous a dit que cette pandémie, on ne s'en débarrassera pas de sitôt. Il faudra apprendre à vivre avec. Faites en sorte que les Guinéens s'habituent à mettre leur masque, qu'ils s'habituent au lavage des mains. C'est une campagne de sensibilisation qu'il faut faire. Et que la police veille. Parce qu'on a vu ces derniers temps, depuis que le chef de l'État a parlé, vous voyez des gens sur le terrain, dans les taxis, chacun porte son masque. Oui, mais sur le terrain, c'est autre chose. Sur le terrain, oui, par endroit, il y a des arrestations qui se font. Moi, j'ai vécu une certaine situation à Koza où des policiers prennent des gens qui ne portent pas les masques. C'est ce qu'il faut faire. Celui qui ne porte pas un masque, vous le prenez, il paye ce qu'il faut payer. La prochaine fois, il portera son masque avant de sortir. Je pense qu'il faut le faire. Il faut encourager les gens dans ce sens avec les pénalités qui vont avec. C'est comme cela que ça a marché de l'autre côté. Les gens, si tu ne portes pas son masque, tu payes aujourd'hui 50 000. Demain, tu sors, tu payes 50 000. Alors que tu sais que tu ne peux pas gagner 50 000 par jour. Tu prendras tes dispositions. Et puis, c'est une question de santé publique. Quand vous portez votre masque, vous vous protégez votre entourage, vous protégez votre famille. Faisons en sorte que les Guinéens s'habituent à ça. Qu'ils s'habituent au port des masques, qu'ils s'habituent au lavage des mains, à l'utilisation des gels hydroalcooliques et partout. Vous savez, par exemple, quand vous partez dans les marchés Lamine, à la rentrée des marchés, c'est tout le monde qui se retrouve là. Vous voyez certaines personnes qui n'ont pas de masque, mais je pense que la vérification devrait être poussée jusqu'à ce niveau-là, un peu partout. Qu'on apprenne à vivre avec, par exemple, qu'on laisse ces acteurs culturels faire leurs activités culturelles en respectant tout ce qu'il faut et que le gouvernement puisse se battre pour nous envoyer les vaccins pour vacciner la population, pour ne pas qu'on reste à prendre des mesures de façon, je ne sais pas, avec l'amateurisme qui va avec, on bloque les gens, on empêche les gens de travailler. Ils vivent de ça. Si à chaque fois on les arrête, comment ils vont nourrir leur famille? C'est la question qu'il faut se poser. Très très bonne question, Madame Hiro. Les grandes gueules continuent sur Espace. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Oui, sur Radio Espace, également sur nos radios partenaires, entre autres, du côté de Mamou, vous nous suivez là sur Fraternité FM. Vous le regardez également à la télévision. On en vient à cette autre information. Bolloré condamné, qui plaide coupable plutôt, mon cher ami Jacques Lévaleno. Le temps pour la régie et Mohamed Dabi de préparer l'élément. On a appris ça ce week-end aussi. On a appris ça ce week-end. C'est ça la lutte contre la corruption. Nous étions là à un moment, il n'y a pas longtemps, avec le cas BSGR, que nous avons pardonné ici parce que nous avons trouvé un accord, mais les Suisses ont quand même dit qu'on va poursuivre et ils ont poursuivi jusqu'à arriver à la condamnation. Avec Bolloré, ce qui se passe, c'est que il fait un peu dans la corruption, la corruption d'agents publics. Il a fait des coupables. Partout il a, n'est-ce pas, ses affaires, parce que c'est quand même une dizaine de ports qu'il contrôle sur le continent, généralement dans les pays francophones. Donc il y a le Cameroun, la Guinée, le Togo, en Côte d'Ivoire. Partout où il a des affaires, il utilise quand même certaines manœuvres qui consistent à obtenir des faveurs
notamment au point de vue taxes, et parfois même prendre des marchés au détriment d'autres personnes qui étaient déjà sur le terrain. Par exemple, pour le cas de la Guinée, c'est Jetma qui gérait, n'est-ce pas, le port à conteneurs ici jusqu'en 2010, et puisqu'il a soutenu la candidature du président, il s'est occupé notamment de la campagne avec sa filiale Havas. Donc, juste après l'élection du président Alpha Condé, automatiquement, on a pris un décret pour demander à Jetma de débarrasser le plancher. Aujourd'hui, donc, il gère le port à conteneurs ici. C'est la même chose qui s'est passée donc en 2020 à Lomé, où Faure Gnassingbé demandait le renouvellement de mandat au-delà de tout ce que bon démocrate pouvait espérer. Et puis, il a agi encore dans la communication. Il a obtenu des faveurs au niveau, n'est-ce pas, du port de Lomé. La plainte qui le visait, donc, c'était donc pour corruption et donc pour éviter que le procès ne puisse davantage prendre du temps. Il plaide coupable, mais ce qu'il espérait derrière, parce qu'il allait payer, je crois, 37 000 euros pour à la fois plaider coupable, mais derrière qu'il ne soit pas condamné pour que son casier judiciaire soit vide. Donc la réaction du parquet, je crois, du parquet financier, c'est de dire oui, vous pouvez plaider coupable, il n'y a aucun problème, mais il a été renvoyé donc au correctionnel pour que la procédure puisse, n'est-ce pas, continuer. Et c'est ce que j'ai dit, c'est la lutte contre la corruption. Il y a une pratique, il y en a qui sont victimes. Ça ne s'est pas passé en France, mais puisqu'il est français et que les gens sont dans la moralisation un peu des affaires, on essaye, n'est-ce pas, de poursuivre les gens, même au-delà, n'est-ce pas, de leurs frontières. En tout cas, pour des actes commis, même au-delà de leurs frontières. Ouais. Je pense que c'est une décision qu'il faut bien comprendre là, que nous, pays africains qui recevons ce genre de marché où nous nous contentons du peu, parce que ceux qui l'auraient dû payer, ce n'est pas ce qu'ils payent, et ils payent une petite partie, en réalité, parce que derrière, il y a des agents publics, des gens qui travaillent dans la fonction publique, ou même au cœur de l'État, ils sont présidents, ils sont ministres, qui ont reçu, n'est-ce pas, le gros du marché, en tout cas, le gros de l'investissement, et qui est allé notamment dans leur poche ou pour gérer leurs affaires personnelles. Je crois que la lutte contre la corruption, c'est bien cela. Ce sont des très belles leçons qu'on est en train de nous donner ailleurs. La Suisse et puis la France, pour ce cas-ci, essaye de nous dire, si vous acceptez que des personnes qui ont des nationalités françaises ou suisses aillent chez vous pour commettre, n'est-ce pas, des délits en lien avec la corruption ou des pratiques assimilées, vous pouvez ne pas les poursuivre, mais nous allons les poursuivre parce que nous sommes pour cela. Et c'est ce qui a fait avancer les autres, c'est ce qui pourra nous faire avancer le jour que nous le comprendrons. Puisque pour l'instant, nous ne le comprenons pas, nous accordons assez de faveurs aux personnes qui viennent investir dans notre pays. Ouais. Et après, ce n'est pas au bénéfice de la population. Justement, allez-y, Daouda Mohamed Kamara. Oui, chez nous, ça nous paraît exceptionnel que les hommes d'affaires interviennent pour accompagner la politique. Chez nous, en Guinée, par exemple, on voit pratiquement tous les grands hommes d'affaires sont avec le pouvoir. Pour obtenir les marchés que vous voulez, il faut bien investir pour la campagne. On a vu en 2010, il y a eu des opérateurs, des hommes d'affaires qui ont accompagné les candidats. En 2015 également, Alpha Condé a mis en branle des hommes d'affaires guinéens parce que c'est lui qui allait gagner, c'est lui qui était au pouvoir. En 2020 également, on a vu des hommes d'affaires qui ont investi pour accompagner la campagne d'Alpha Condé. Et aujourd'hui, que cette leçon nous soit donnée du côté de la France une nouvelle fois, en France, c'est une règle qu'il faut aujourd'hui respecter. Lorsque vous êtes homme d'affaires, vous n'avez pas le droit d'utiliser votre moyen pour obtenir d'autres marchés. Mais chez nous, c'est ce qu'il faut pour obtenir les marchés. Et les ministres circulent derrière les hommes d'affaires. Une réunion, par exemple, se tient
au ministère des TP, et un homme d'affaires ou un opérateur, son nom est cité là, avant même la levée de la réunion, l'homme est informé et il se dresse contre celui qui a dit son nom, et peut-être dans un mauvais sens. Cela est courant chez nous. Aujourd'hui, Bolloré, qui ne l'a pas vu ici en 2015, qui n'a pas vu les actions de Bolloré en 2015 ici, mais chez nous, ça a été consommé, ça a paru normal chez nous, et ça passe comme ça. Et au Togo, ça a été la même chose, et par d'autres endroits, les chefs d'État travaillent avec ces hommes d'affaires, ils les utilisent chez nous, ils les utilisent en leur faveur, et gare à vous de ne pas céder. Vous comprendrez tout de suite par l'obtention ou des marchés que vous devez avoir. Et aujourd'hui, on a vu avec le patronat, par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a 2 ou 3 chez nous, parce que chacun se réclamant d'un côté, il faut être avec le pouvoir pour obtenir les marchés. Donc, obtenir les marchés, c'est aussi réinvestir les bénéfices que vous avez dans les actions politiques de celui qui est au pouvoir. Et cela se passe des commentaires. Que cette nouvelle leçon nous soit donnée, je crois qu'il faut lever le chapeau pour les Français. Mais chez nous, ce n'est quand même pas ce n'est pas une exception. C'est culturel, c'est naturel, ça se passe comme ça chez nous. Voilà, pas que chez nous, au Togo aussi. Allez-y, je vais parler de l'Afrique. De l'Afrique, voilà, c'est bien dit. Okay. Aujourd'hui, 10 ans après le soutien apporté par Bolloré à Alpha Condé, apparemment les conséquences commencent à se faire sentir avec cette affaire judiciaire. À mon avis, c'est une leçon qu'on nous donne par rapport à ce qu'on dit très souvent, nul n'est au-dessus de la loi. Vincent Bolloré, c'est un milliardaire français, mais qui n'est pas épargné par la justice de son pays. Et chez nous, je ne crois pas qu'un milliardaire en Guinée soit inquiété par la justice, parce que très souvent, il a cette possibilité de l'influencer. Mais si aujourd'hui, on accuse Vincent Bolloré d'avoir agi par des moyens inappropriés pour s'octroyer des marchés en Guinée, notamment celui du port-conteneur, je me dis que nous commençons à aller droit vers le chemin. Vincent Bolloré, la question que je me pose, mais quels sont ces biens en Guinée qui profitent à la population, à part les Blue Zones? Les Blue Zones, certes, ce sont les aires de jeu qui nous permettent de nous divertir, mais à part cela, quels sont les investissements de Vincent Bolloré, à part ce qu'il a fait au port de Conakry, qui nous profitent à tous? Je me dis, il y en a peu. Bien. Il y en a peu. Et donc, c'est quelqu'un qui... Je suis ce documentaire sur son empire par rapport à comment Vincent Bolloré arrive dans vos actions lorsqu'il doit être co-actionnaire ou co-partenaire. Il arrive avec de petites actions. Et par après, il devient le tout-puissant. Il vous bouffe carrément. Et quand c'est comme cela, il occupe tout votre champ d'action. Ça s'est fait avec Canal+. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de journalistes se faire expulser de cette chaîne de télévision pour leur ton qui était jugé inapproprié. Je me dis qu'on est en train d'aller vers le droit chemin avec l'affaire Vincent Bolloré. J'attends de savoir ce que va donner son procès en vue au correctionnel. Mais il faut dire clairement qu'en Guinée, il est clair de dire que les relations entre Alpha Condé et Vincent Bolloré ne sont pas très nettes. Ça n'a pas été net parce que les conséquences sont perceptibles. Il s'est octroyé le port de Conakry parce qu'il a soutenu Alpha Condé lors des élections en 2010. Il a aidé à faire sa communication avec Havas. Il y a eu Bye Bye Ebola Show auquel on a assisté ici. Le grand concert, c'était un concert gratuit financé par Vincent Bolloré. Antoine, on va revenir dans un instant. À coup de milliards. Le temps de partir évidemment avec cet élément de nos confrères de TV5 Monde. Fuyant. Sur ces images tournées par le média Blast, Vincent Bolloré sort de la salle d'audience sans un mot. Ce matin, il plaidait coupable pour éviter un procès public, mais sa stratégie s'est effondrée. La juge l'a renvoyé en correctionnel. La justice accuse le milliardaire français d'avoir aidé 2 dirigeants africains à accéder au pouvoir ou à s'y maintenir, au Togo et en Guinée. En contrepartie, ces chefs d'État auraient favorisé les intérêts du groupe Bolloré dans leur pays. Du stockage au transport des marchandises, Bolloré Africa Logistique est incontournable en Afrique de l'Ouest. Le groupe gère directement les terminaux à conteneurs de 10 ports de la région, de Conakry à Pointe-Noire en passant par Lomé. Lomé, Vincent Bolloré y est justement en octobre 2014 aux côtés du président Faure Gnassingbé pour inaugurer la construction d'un 3e quai du port. Lomé est un pays stratégique sur la côte d'Afrique de l'Ouest. Et donc c'est naturel, avec un grand tirant d'eau, c'est naturel qu'on fasse un gros investissement ici.
Les contrats d'exploitation de son groupe ont alors été prolongés de 10 à 35 ans, en plus d'avantages fiscaux. Est-ce un remerciement pour service rendu pendant la campagne présidentielle de 2010 ? Le président candidat Faure Gnassingbé est alors contesté. Il cherche à se faire réélire. Une équipe d'Abbas, filiale publicitaire du groupe Bolloré, est missionnée pour assurer la communication. La facture de plusieurs centaines de milliers d'euros aurait été en grande partie réglée par le groupe lui-même. Au même moment, en Guinée, scénario identique. Abbas vient à la rescousse d'Alpha Condé, candidat à la présidentielle. Quelques mois plus tard, l'entreprise qui gère le port de Conakry est expulsée manu militari par l'armée guinéenne. Dans la foulée, un décret présidentiel attribue la concession au groupe Bolloré. L'affaire devait trouver son épilogue ce vendredi. Après avoir toujours nié les faits, l'homme d'affaires a reconnu être coupable de corruption et d'abus de confiance. Il espérait ainsi éviter le procès en payant des amendes négociées en amont avec le parquet financier. Mais la juge a refusé d'homologuer l'accord. C'est une double première. À la fois, c'est le plaidé coupable, la reconnaissance de culpabilité, et puis le revers, le refus d'homologation, et puis le fait que cet homme, du fait de ses aveux, maintenant a été pris la main dans le sac. Parce que la logique de ceux qui sont poursuivis pour des grands faits de corruption, c'est d'avouer jamais. Jamais. Pour la juge, les faits ont gravement porté atteinte à l'ordre public économique et à la souveraineté du Togo. Le procès aura donc lieu. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Retour en studio, mon ami, on vient de regarder cet élément évidemment de TV5 Monde. On a écouté cet élément, les collègues le disaient tout à l'heure, une leçon pour la Guinée, mais ce n'est pas la première, Lamine. Le problème, c'est que ces leçons sont données à des gens qui pensent qu'il faut se remettre en question pour aller de l'avant. Ouais. Mais j'aurais aimé quand même que, puisque pour cet autre mandat, le chef de l'État a donné le temps en disant qu'il faut gouverner autrement, qu'on puisse regarder dans le rétroviseur et se dire qu'il faut partir du bon pied et ne pas faire ce genre de situation. Mais à partir du moment où, vous voyez de l'autre côté, c'est des choses qui rattrapent. Ça a été fait depuis 2010. 10 ans après, du côté de la France, on décide qu'un citoyen français ne peut pas se permettre d'aller faire cela, même de l'autre côté, à l'autre bout du monde. Ça se fait un peu partout dans le monde. Vous allez le comprendre avec, par exemple, souvent, vous le constatez avec des citoyens américains qui font des activités ailleurs, qui ne les déclarent pas. Même quand vous menez des activités où vous gagnez de l'argent, vous ne déclarez pas à l'État américain. Vous êtes passible de poursuites judiciaires. Ça veut dire que c'est une question de volonté politique. La question de lutte contre la corruption, c'est une question de volonté politique. Et le procès va se tenir, par exemple, s'il y a bien entendu, il y aura des amendes qui seront payées, mais à l'État français, bien entendu, pour des cas de corruption qui sont commis en Afrique. Je pense que vous avez vu comment la chose s'est passée. Vincent Bolloré, il a plaidé coupable dans l'espoir de pouvoir négocier pour ne pas que le procès se tienne, mais finalement, la juge a pris la décision, vu la gravité des faits, vu la gravité des faits commis qui ont eu une certaine répercussion sur la vie des populations. Ici en Guinée, au Togo et dans les autres pays qui sont concernés, elle a estimé qu'il fallait que le procès se tienne pour que l'homme d'affaires français puisse payer. Mais la question qu'on se pose justement, c'est la répercussion de la présence de ces gens sur notre sol. Par exemple, quand je prends le cas de la Guinée, c'est des milliards d'euros qui sont payés, la mine. Mais quelles répercussions pour la population guinéenne? Vous avez souvent vu les manifestations qu'ils font au niveau du port avec les gens qui y travaillent. Même les conditions de vie, même le niveau de travail. Parce que normalement, ceux qui travaillent là devraient avoir un respect minimum dans ce qui est fait par rapport aux ressources, aux revenus, aux salaires qui leur sont payés. Mais même à cet endroit-là, les choses ne sont pas suffisamment bien respectées. À plus forte raison, cette répartition de prospérité dont on parle, le peuple de Guinée ne ressent pas beaucoup plus. Justement, ce qui ramène aussi à poser des questions sur Al-Barak. Al-Bayrak, qui est là aujourd'hui. Qui est là. Et avant de parler d'Al-Bayrak, je veux qu'on parle de Bolloré. C'est une autre société. Dans le documentaire, si vous avez suivi dans ce documentaire, il y a l'un des intervenants qui a dit clairement qu'en matière de corruption, il ne faut jamais dire qu'on est coupable. Lorsque vous le dites clairement, même quand on vous prend la main dans le sac, dites que je suis innocent. Le fait d'avoir reconnu qu'il est coupable, ça démontre à suffisance qu'au cours du procès, il n'a aucune chance de s'en sortir. Mais quelle sera la conséquence justement du verdict rendu?
entendu. Est-ce que Bolloré perdra cette gestion du port de Conakry, le port conteneur? Est-ce que le contrat sera remis en cause? Est-ce qu'il va être annulé? Parce qu'il a été obtenu... Ça n'a rien à voir parce que attendez, le problème, les autres, ils vont juger... Le contrat a été obtenu... Ils vont juger un comportement. Dans des conditions opaques. Ce n'est pas l'État guinéen qui a porté plainte. Est-ce qu'on va remettre en cause le contrat? Ce n'est pas l'État guinéen qui le poursuit. Non, le contrat est guinéen. La Guinée et la société. C'est entre la Guinée et la société. Bolloré a signé le contrat de gestion du port à conteneurs avec la Conakry, avec l'État guinéen. Si la manière d'obtenir le contrat est remise en cause, je trouverais contradictoire de condamner Vincent Bolloré et maintenir un contrat qui est jugé inapproprié. Et je me dis que ça pourrait porter préjudice à la présence de Vincent Bolloré en Guinée. Et aujourd'hui, on a vu comment Jetma a été jeté dehors. À l'époque, en 2010, on a voulu récompenser Vincent Bolloré pour son soutien apporté à Alpha Condé. La question c'est, qu'est-ce que ça a coûté à la Guinée finalement, à part le port de Conakry? Parce qu'on a octroyé à Vincent Bolloré des parts d'actions énormes en Guinée. Bien, finalement, Antoine. Qu'est-ce que nous, population, gagnons en fin de compte? Voilà, on va évoluer, Antoine. Allez, vous êtes chez les GG. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Tous les matins, l'actualité est bousculée. C'est les grandes gueules, évidemment. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous choisir, vous informer. C'est notre mission principale. Et on le fait depuis 13 ans en Guinée. On parle maintenant, évidemment, de cet anniversaire. La monnaie guinéenne a 61 ans, Jacques. 61 ans. Ouais. Nous courons vers le centenaire. Ben oui. Ça veut dire que c'est déjà beaucoup d'années. Ouais. Et je pense aussi que c'est le moment, depuis déjà le cinquantenaire, où on se pose des questions sur... ce que nous avons pu obtenir en 50 ans. Et c'est important puisqu'aujourd'hui la cérémonie se fait du côté de Mamou. On essaye un peu de profiter de la célébration pour inaugurer l'agence de Mamou. Et il y a une agence qui est aussi en construction du côté de Farana. En tout cas, la Banque centrale est en train de s'ouvrir à l'intérieur du pays. Voilà. Allez, et en direct ce matin, c'est bien sûr le directeur des études et statistiques donc à la BCRG. C'est bien sûr Ahmed Tidiane Diallo. Bonjour. Bonjour, M. Girassi. Bienvenue sur Radio Espace et chez les juges. Allez, Daouda Mohamed. Oui, la première question, aujourd'hui, 60 ans de vie de la monnaie guinéenne. 61 ans, je vais dire. Alors, dans quel état de santé cette monnaie, vous qui êtes professionnel, se porte-t-elle aujourd'hui? Merci, l'équipe d'Espace. Je vous souhaite d'abord joyeux anniversaire. Merci. La monnaie guinéenne a 61 ans d'existence. 61 ans d'existence est synonyme de 61 ans de maturité et de 61 ans d'expérience au service de notre peuple Guinée. Parlant de la santé de la monnaie guinéenne, je dirais qu'aujourd'hui, la monnaie guinéenne se porte bien. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, je pense aujourd'hui qu'elle se porte même mieux que par rapport à ce qu'elle était il y a quelques années. En quoi s'évalue cette bonne santé? Parce que les citoyens, eux, ne comprennent pas. Quand, par exemple, on prend le dollar et qu'on évalue, qu'on prenne $100 par rapport à l'équivalent en francs guinéens, les gens ne comprennent pas. Comment pouvez-vous dire qu'aujourd'hui, la monnaie guinéenne se porte bien? Comment pouvez-vous expliquer cet état de santé? Bon. Je vais répondre, je vais vous apporter des réponses à mon avis claires. Si vous comparez le franc guinéen par rapport aux devises étrangères, en particulier le dollar, oui. Aujourd'hui on peut dire que le franc guinéen est stable. La stabilité se mesure par quoi? Par l'écart qu'il y a entre ce que vous trouvez sur le marché parallèle et le cours officiel. Aujourd'hui l'écart ne fait pas 0,5%. L'écart ne fait pas 0,5%. Et depuis qu'on a introduit chez nous ce qu'on appelle la salle des marchés, pratiquement il y a unification entre les deux taux. Je rappelle que dans ce système, toutes les banques, la Banque centrale et même les clients des banques centrales sont connectés à ce marché. Donc en temps réel, on sait
comment est-ce que le taux et les coûts même des matières premières évoluent. D'accord. Et aujourd'hui, je peux vous dire que si les gens pensent qu'on a des problèmes avec l'inflation, je crois qu'il faut chercher les facteurs qui sont à l'origine de la situation de l'inflation aujourd'hui, ailleurs, en dehors du marché d'échange, en dehors même, j'allais dire, des facteurs monétaires. D'accord, Monsieur Diallo, avant de continuer à parler, avant de continuer à faire le procès de la monnaie guinéenne, j'ai envie qu'on revienne sur le bilan de cette monnaie 61 ans après. On parle de souveraineté. Est-ce qu'on doit être fier de notre monnaie? Est-ce qu'on doit être fier de la face? Mais si, la question elle est pertinente, vous allez comprendre pourquoi. Est-ce qu'on doit être fier d'être indépendant avec cette monnaie quand on sait que lorsque vous avez un billet de banque étranger, ça fait un sac ou 2 sacs de francs guinéens? C'est quoi le bilan finalement qu'on fait de notre monnaie 61 ans après? Positif ou négatif? Attendez. Vous savez, qu'est-ce qui fait la force d'une monnaie? Ce qui fait la force d'une monnaie, c'est la production nationale. Ouais. Nous sommes tous Guinéens. Vous le savez, si aujourd'hui on parle de production nationale, c'est la production minière. La production agricole, c'est vrai que ça a pris une certaine envergure maintenant, mais elle a été marginale jusqu'à maintenant. C'est ça qui soutient la monnaie. Bien. Et je pense que nous sommes dans... Je le dis par rapport à la valeur de notre monnaie. Il parle de l'inflation, Beaucoup parlent, on estime que la valeur de la monnaie guinéenne est très faible. Comparativement à celle des autres pays, on pense que la monnaie guinéenne n'a aucune valeur. Lorsque vous allez avec ailleurs, il faut que vous ayez beaucoup d'argent sur vous pour pouvoir les utiliser chez les autres. Les raisons de l'inflation, le taux de change, entre autres, c'est la question qu'il a envie de poser. Ouais. Non, attendez, il faut séparer les choses. Il faut séparer les choses. Si vous comparez notre monnaie aux autres monnaies, oui, c'est vrai. Si vous prenez par exemple au moment où on est passé du Chili au franc guinéen, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a eu quand même une certaine dépréciation de la monnaie. Mais cette dépréciation a suivi l'évolution économique du pays. Ouais. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais les raisons... Donc aujourd'hui... Les raisons de l'inflation, monsieur, je dis les raisons de l'inflation. De la dépréciation. De la dépréciation. Non, aujourd'hui, vous savez que depuis plusieurs années, on avait une inflation à un chiffre. Oui. Notre objectif, c'était de ramener l'inflation non seulement à un chiffre, mais à un seuil que nous comprenons et que nous appelons un seuil optimal, qui tournerait autour de 5, 6%, 7%. Bien. Mais les facteurs aujourd'hui qui sont à l'origine de ce dépassement, nous sommes aujourd'hui à une inflation. À un chiffre, on a fini l'année 2020 à 10,6%. En janvier, on a dépassé la barre de 12%. Mais ce n'est pas le marché de change, ce n'est pas le taux de change. Les facteurs sont là. Bien. Il y a eu, vous savez, il y a eu cette maladie qui a impacté le monde entier. Mais particulièrement pour ce cas de cas précis, il y a eu une hausse de transport maritime au niveau mondial. Bien. Au niveau mondial. À cause de la télétravail, les entreprises n'arrivaient plus à dépoter rapidement les conteneurs. Pour charger un conteneur avant, c'était pour 1 semaine. Maintenant, c'est plus de 3 semaines. Je vous donne une idée de l'ampleur de la situation. Par exemple, les conteneurs provenant de la Chine. On prenait, ça coûtait ici $3,000. $4,000, disons, $4,000 les conteneurs de la Chine. Aujourd'hui, c'est $12,000. Les conteneurs qui viennent de l'Europe, c'était à $3,000 quand je parle des conteneurs de 40 pieds. Aujourd'hui, c'est à $9,000. Ça, ce n'est pas lié à la monnaie. Vous comprenez? Oui. Ça, ce sont des facteurs extrêmement importants qui font que ça gêne parce que les gens sont obligés de répercuter ça sur le prix. Bien. Mais en même temps... Oui, vous dites que ce n'est pas lié à la monnaie, mais bien entendu, quand les gens ils importent dans les devises étrangères, il se trouve que notre monnaie à l'interne se trouve quand même assez fragile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière technique pourquoi avec le Chili c'était mieux qu'avec le franc guinéen? Non, attendez. Avec le Chili, tout était administré. Ça, c'est maintenant, ce sont les forces du marché qui agissent. Ce n'est pas la même chose. On a changé complètement de cap. On est ouvert au marché.
Et donc, ce sont les forces du marché qui décident. Ce n'est pas quelqu'un qui décide de ce que va être une monnaie. C'est plutôt les forces du marché et les forces de l'économie. Je suis en train de compter les facteurs qui sont à l'origine de la dépréciation. Laissez-moi finir, et puis on revient aux autres questions. Allez-y. Je dis donc que je passe sur la hausse des transports maritimes. Il y a aussi la fermeture des frontières. Vous êtes d'accord avec moi que en septembre, la Guinée a fermé ses frontières avec ses voisins. Vous savez que ça a impacté énormément, n'est-ce pas, les transactions entre les pays. À côté de ça, il y a aussi que l'année 2020 a enregistré quand même 2 élections. Le référendum, plus les élections présidentielles. Ça aussi, ça a paralysé un peu l'économie et ça a impacté. Mais il y a autre chose qui est à l'interne que les gens ne voient pas. C'est la détérioration des infrastructures routières. Ce sont les travaux de rénovation. Vous allez quitter Zéreforé, qui sont les régions qui pourvoient Conakry. Vous allez quitter Tigiri. Vous allez quitter Labé pour arriver ici. D'accord. Alors, Monsieur Diallo, l'autre question qu'on puisse bien se poser aujourd'hui, c'est bien de savoir pourquoi les monnaies, par exemple, comme 50 francs, 100 francs, 500 francs, les petites coupures n'ont aucune importance. La consommation du franc guinéen commence par 1000 francs. Et ça aussi, difficilement. Non, attendez, il y a quand même les 500 francs. Les gens utilisent les 1000 francs. Mais c'est lié à la demande de la population. C'est parce qu'effectivement, il y a eu à un moment donné une dépréciation de la monnaie et vous avez vu qu'on a introduit les coupures de 10 000, ensuite on a introduit les coupures de 20 000. Aujourd'hui, la réflexion est de savoir est-ce qu'on peut introduire une nouvelle coupure parce que si on regarde par rapport à ce qui se passe ailleurs, on devrait normalement introduire une nouvelle coupure plus élevée que la coupure de 20 000. Et je pense que la Banque centrale est dans cette réflexion. Alors, au moment où on est en train de se poser des questions, est-ce que la Guinée va enfin accepter d'appartenir à la zone économique, la ZMAO, donc au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a même un processus qui était en cours avec l'ECO, tout ça. Dites-nous, est-ce que c'est encore le moment où vous vous dites on est bien avec notre monnaie, il n'est pas question d'aller dans une zone économique avec les autres? Non, on n'a pas dit qu'on ne peut pas aller dans une... La Guinée est bien impliquée dans le processus d'intégration de la CEDEAO. La Guinée prend part à toutes les réunions et elle occupe une position extrêmement importante. Je vous donne par exemple un cas. Au niveau de l'évaluation des critères de convergence en 2019, la Guinée était le seul pays à avoir rempli tous les critères de convergence. Donc c'est pour dire que nous sommes, non seulement nous suivons, nous participons, mais vous avez suivi aussi les déclarations du président de la République qui dit que nous ne voulons pas une intégration qui soit en dehors de l'intégration de la CEDEAO. Nous, la Banque centrale en particulier, participe à toutes les réunions et à toutes les prises de décision concernant le processus d'intégration de la CEDEAO. Donc nous sommes partie prenante. Nous sommes partie prenante et là, vous savez, il y a beaucoup de forces qui interagissent au niveau de l'intégration. C'est vrai, il y a eu des difficultés. Je crois que c'est inhérent à tous les processus d'intégration. Mais en tout cas, en 2020, on était arrivé quand même à avoir quelque chose d'extrêmement important à franchir des étapes. Et ces étapes-là, c'est que vous avez dû suivre que nous avons adopté le type de banque centrale que nous voulons. Et vous avez dû suivre le régime de change. On a adopté le régime de change flexible, assorti d'un cadre de ciblage de l'inflation. Ça, c'est un acquis au niveau de la CEDEAO, donc à notre niveau. On a adopté le modèle de système fédéral de banque centrale. C'est-à-dire qu'au lieu que ce ne soit une banque centrale comme la BCEAO, ça va être une banque centrale comme l'Union européenne, comme la BCE. Bien. Ahmed Tidiane Diallo, il faut le rappeler, un directeur des études et statistiques du côté de la BCRG. Allez-y, madame, on a quelques minutes maintenant. Allez-y. Juste, moi, je voulais quand même poser une question. Vous avez parlé de la dégradation des routes. On est dans le domaine de l'infrastructure. Juste un lien. Est-ce que, par exemple, le manque d'infrastructure, je me dis que c'est peut-être lié un peu à la mauvaise gouvernance, à la corruption. Est-ce que tous ces faits-là ont peuvent avoir un impact sur la monnaie?
Mais ça va avoir un impact parce que ça va avoir un impact sur l'inflation. N'oubliez pas que l'objectif de la politique monétaire, c'est la stabilité des prix. S'il y a un facteur qui soit externe aux instruments que nous utilisons, à la capacité de la Banque centrale d'agir, si c'est un facteur qui est exogène à nous, c'est sûr que ça impacte. Si vous prenez quelqu'un qui a un camion de bananes qui quitte Zéréforé et qui arrive ici, peut-être c'est la moitié du camion qu'il pourra récupérer et vendre ici. Ça trouvera que les produits sont pourris ou les produits sont complètement épuisés par la route. Et lui, il va intégrer ça dans le prix qu'il va livrer au marché. Donc forcément, s'il y a dégradation des infrastructures routières, tous ces facteurs-là ont des effets négatifs, n'est-ce pas, sur les objectifs de la Banque centrale. L'objectif principal de la Banque centrale, c'est celui de la stabilité des prix. Voilà. Allez-y, Antoine, dernière question. Monsieur Diallo, sous quel sceau est célébré ces 61 ans, où sont célébrés ces 61 ans? J'ai vu ce bâtiment flambant neuf. Je ne croyais même pas qu'on était en Guinée, tellement le bâtiment il est joli à Mamou. Dites-nous, au programme, il y a quoi pour cette célébration? J'apprends qu'il y a une fête à Mamou, après le 3 à Conakry. Parlez-nous un peu du contenu de la célébration de cette fête. Non, vous savez, l'implantation des agences à l'intérieur du pays, c'est vraiment une politique de la Banque centrale qui cadre avec la politique globale de développement économique et social du gouvernement. C'est l'objectif spécifique, c'est de renforcer la bancarisation du pays. Donc, vous avez vu qu'il y a Bokeh, il y a Kindia, il y a Labé, il y a Zéréforé qui ont été dotés d'agences de banque centrale. Aujourd'hui, c'est le tour de Mamou. Et demain, ça va être le tour de Kankan parce qu'on est en train de finir l'agence de Kankan. Et demain, ça va être Parana. Donc, l'objectif, c'est de couvrir le pays d'agences de façon à ce que les autres banques viennent s'installer. Et l'objectif ultime, n'est-ce pas, la finalité, c'est le développement aussi local, au niveau local. Merci beaucoup, M. Diallo. En tout cas, il faut le rappeler, vous êtes le directeur des études et statistiques à la BCRG. Il était notre invité ce matin chez les GG. Perplexe un petit peu, Jacques. Je vois... Bon, quand il dit que comment on appelle, la dépréciation de la monnaie n'a pas d'impact sur l'inflation ou sur les prix des produits à l'interne, je me pose énormément de questions. Parce qu'on sait très bien que lorsque la monnaie perd sa valeur, en tout cas c'est la compréhension du profane, on va bien se dire que celui qui importe en dollars ou en euros va forcément augmenter le prix ici à l'interne. C'est ce qui fait que les gens sont obligés parfois d'avoir un volume d'argent pour aller au marché. Aujourd'hui, il suffit seulement de vouloir enlever à Madina une tonne de riz. Il vous faut vraiment un sac d'argent pour pouvoir, n'est-ce pas, enlever tout ceci. Je pense qu'il y a des efforts à faire quand même. Et puis, ce processus-là, il ne faudrait pas que nous soyons à la traîne. Parce que le franc guinéen, on a beau être fier de ce qu'il est, quand vous sortez d'ici, vous vous rendez compte que vous n'avez rien. Ouais. Allez-y, Madame Yoro. Antoine, je ne peux pas te donner la parole parce qu'on fait de la télé en même temps. Oui. Parce que derrière, c'est un peu compliqué. Allez-y. Quand on parle du franc guinéen, beaucoup de personnes, et même à l'international, il y en a qui félicitent la Guinée, qu'on devrait être fier de ne pas être sous influence étrangère, notamment par rapport à la monnaie. Mais en même temps, au niveau de la gouvernance, il faudrait travailler dur parce qu'il l'a dit, on se focalise beaucoup plus sur les mines, au lieu par exemple de faire en sorte que nous puissions travailler, investir dans le domaine agricole pour avoir plus d'autonomisation, mais aussi travailler dans le domaine de l'infrastructure, surtout au niveau des infrastructures routières. Je pense que si nous voulons maintenir cette indépendance et garder cette fierté-là, il faut travailler là-dessus. Il faut des infrastructures routières. Partout on a parlé de développement, c'est les routes qui mènent au développement. Oui, c'est bien. Allez-y, Daouda. Je crois qu'il l'a dit, M. Diallo, à l'entame de son intervention, c'est qu'aujourd'hui, la Guinée a besoin de travailler fort pour la productivité. Parce que tant que vous ne produisez pas pour importer, vous ne pouvez pas avoir une monnaie qui va en concurrence avec les autres monnaies. Donc il faut aujourd'hui, il a parlé, la grande exportation que la Guinée fait aujourd'hui, c'est bien dans les mines. Mais au-delà des mines, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Si l'agriculture, on est en train de patauger encore, on n'a pas encore atteint un niveau qui nous permette de nous imposer au plan international. Donc il faut que le travail se renforce davantage dans ce secteur agricole parce que c'est dans ce cadre qu'il y a encore plus d'exportation pour que nos produits aient une place sur le
marché international. Voilà. Merci à vous tous à l'international. Mais non, Antoine. Voilà, on vient de l'apprendre, il faut le rappeler. Hein. L'évêque de Cancan, Monseigneur Emmanuel Félemont, donc est décédé, il faut le rappeler, de suite donc de maladie ce lundi. On vient de l'apprendre évidemment. Nos condoléances, mon cher ami. Merci beaucoup Antoine. Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. Je voulais juste tirer chapeau ce matin au gouverneur de la Banque centrale par rapport à l'état de notre bâtiment en ville. C'est très beau, il faut le reconnaître. La Banque centrale aujourd'hui présente une belle image. Lorsque vous passez à Kaloum, c'est le plus beau bâtiment en ville. Ouais, pourquoi tu dis gouverneur? Tu sais pourquoi je le dis? C'est le président. Je suis allé avec... tu sais pourquoi je le dis? Allez, merci. Tu sais pourquoi je le dis, Jacques? J'étais allé avant-hier avec ma belle-mère qui est venue du Canada. On est allé se promener à Kaloum. Je vous assure, elle s'est promenée. Le seul bâtiment qu'elle a apprécié, c'est la Banque centrale. Bien. Tout est vétuste. Même si là n'est pas beau. Merci beaucoup, Antoine. Allez, on donne déjà le temps ici. Merci à vous tous à l'international. Dans un instant, c'est Daouda Mohamed Kamara qui vous allez retrouver avec, évidemment, le club de l'actu très caustique. Et puis à 13h30, notre ami Paul Fatih Atoukara vous donne rendez-vous sur Espace TV, il faut le rappeler, avec tout foot en rediffusion. Sinon, le soir, si vous ne regardez à la télévision, tout de suite, c'est Assel Sané qui vous retrouve pour le 20h. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir.